Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième journée de séminaire sur les enjeux politiques, juridiques et linguistiques du droit d'asile. Voilà, on vous remercie encore de votre intérêt, de votre participation, de vos questions et bienvenue à ceux qui ne pouvaient pas forcément être là hier. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, je voulais simplement rappeler voilà, quelques éléments de nos discussions. On a commencé par aborder avec Laurent Delbos, qui est donc adjoint à la direction Asile et Plaidoyer de Forum Réfugiés, et avec Lucie Feutrier-Cook, qui est consultante en droit d'asile et en droit des étrangers, donc les évolutions du droit d'asile prévues dans le projet de loi Asile et Immigration. Comme l'indiquait Samantha, comme l'indiquaient nos intervenants hier, il y a certes des mesures qui sont plus clivantes dans le projet de loi, et les modifications liées à la procédure d'asile semblent assez consensuelles, hein, malgré l'impact qu'elles pourraient avoir sur l'accès à ce droit consacré par la Constitution française, donc l'impact qu'elles pourraient avoir sur l'accès aux droits des personnes exilées. On a notamment pu aborder tous les enjeux autour de la création des pôles territoriaux France Asile, sur la mise en place des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile et de la généralisation du juge unique, également à la CNDA. Et nous avons aussi, à la fin de cette intervention à deux voix, abordé les modifications prévues dans le droit européen, qui auront bien sûr un impact sur la politique migratoire française et sur le traitement des demandeurs et demandeuses d'asile. Et la deuxième intervention de la matinée était donc une intervention de Maxime Maréchal, qui est doctorant en sociolinguistique et qui a étudié l'évolution de la fonction des interprètes dans les instances de l'asile et a détaillé les modifications du rôle de l'interprète de service public à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et donc, voilà, les modifications dans la place des interprètes dans l'institution et dans l'instruction de la demande d'asile et aborder comment nous sommes passés d'une situation de proximité, de recours informel et plutôt marginal aux interprètes à une distanciation entre officiers de protection et interprètes, et parallèlement un recours systématique ou systématisé donc aux interprètes de service public. Aujourd'hui, nous accueillons trois intervenants, intervenantes. Je ne sais pas s'ils sont toutes et tous là, mais je les présenterai plus en détail avant de leur passer la parole. Et eux aborderont les conditions de vie des personnes exilées en France. Il nous semblait important, après avoir abordé les évolutions juridiques prévues et leurs impacts possibles sur l'accès aux droits, sur les conditions de vie des personnes exilées, d'aborder la situation réelle des personnes exilées, des demandeurs et demandeuses d'asile aujourd'hui, en termes d'hébergement, en termes d'accès aux soins et en termes d'accompagnement social. Euh, je voulais préciser aussi que nous élargissons la focale au-delà de la situation des personnes demandeuses d'asile. Alors on sait bien que lorsque nous parlons de procédure d'asile, nous parlons aussi de ce qui suit un éventuel rejet de la demande de la part de l'OFPRA ou de la confirmation d'un rejet de l'OFPRA par la CNDA. Et donc nous parlons également de personnes déboutées du droit d'asile. Mais tout simplement, on va dire au-delà de ces catégories administratives, parler de migration et parler d'exil revient aussi à parler des personnes qui ne déposent pas forcément une demande d'asile et qui ne veulent pas forcément s'installer durablement en France pour diverses raisons, mais qui ont également besoin d'accéder à leurs droits fondamentaux. Euh, on a donc le plaisir d'accueillir Jacques Pizarric de l'Observatoire du SAMU social, Corinne Tailleron de l'ARCAT et Diane Léon de Médecins du Monde. Tout comme hier, notre collègue interprète Samson est également présent pour apporter des éclairages sur le métier d'interprète de service public, sur l'accompagnement des personnes exilées. Donc, nous les remercions tous les quatre d'être présents ce matin. Et nous commençons donc sans plus de préambule par l'intervention de Jacques Pizarric. Vous êtes responsable d'études et de recherche à l'Observatoire du SAMU social. Vous présenterez le SAMU social et l'Observatoire plus en détail, mais simplement dire que cet observatoire vise à identifier et analyser les problématiques des personnes en grande précarité. Et vous effectuez donc des recherches auprès des personnes sans domicile en Île-de-France. Vous avez par exemple étudié les besoins des femmes migrantes en matière de santé sexuelle et reproductive, l'enquête droit, santé et accès aux droits des femmes hébergées, isolées, réfugiées, ou encore la mise à l'abri des personnes migrantes en Île-de-France lors de la crise de 2015. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler plus spécifiquement d'un projet d'enquête en cours sur l'hébergement chez des tiers, que vous définirez d'ailleurs, de sa genèse et de quelques résultats préliminaires. On vous remercie encore de votre Carré. présence et on vous passe la Est-ce parole que ça t'embête de directement. faire comme faire quand même mon chauffe que je fasse un gratin?
Voilà, désactiver un micro. Oui, on va juste redemander à tout le monde de couper les micros si vous pouvez, parce que comme vous êtes nombreux, il faut toujours un petit temps pour que nous, on puisse vous trouver pour les Oui, couper. Donc, si vous pouvez ouais, couper, ça, c'est plus agréable. Merci. oui, merci. Donc, bon, on vous passe la parole pour parler du parcours des personnes exilées en Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais parler des parcours d'hébergement et puis de la problématique du sans-abrisme pour les personnes exilées en Île-de-France. Je vais partager tout de suite mon deuxième écran sur lequel j'ai la présentation sur laquelle je vais m'appuyer. La même écran, je pense que c'est bon désormais. Voilà, l'idée, c'est une thématique effectivement extrêmement large et l'objectif de cette présentation et de ce premier temps d'échange aussi, c'est d'apporter quelques éclairages à partir de travaux d'enquête, notamment menés par l'Observatoire du SAMU social de Paris sur cette question. En introduction, je pense que c'est important de situer effectivement l'Observatoire du SAMU social de Paris et puis le SAMU social de Paris plus généralement, avant de problématiser un peu cette présentation. Donc, comme vous l'évoquiez, on mène des études et des enquêtes sur la situation des personnes sans domicile en Île-de-France. Dans ces personnes sans domicile, il y a aussi des personnes effectivement qui sont hébergées. Donc, du coup, la catégorie de personnes sans abri va être une catégorie un petit peu plus stricte de personnes, notamment à la rue, en campement, ou en tout cas qui ne sont pas prises en charge dans des dispositifs d'hébergement. Donc, on traite dans nos enquêtes de la situation des personnes sans domicile au sens large, donc parfois de personnes hébergées, effectivement, euh, mais aussi parfois de personnes qui n'ont pas de solution d'hébergement et qui vont plutôt relever du sans-abrisme. Un point important, c'est qu'on s'appuie certes sur les activités du SAMU social de Paris pour recueillir des données, mener nos travaux, mais on peut aussi travailler avec des partenaires et on collecte aussi, lors de grandes enquêtes qu'on mène nous propres, des données un peu au-delà, éventuellement, s'affranchissant du seul prisme des activités du SAMU social de Paris. Le SAMU social de Paris, c'est un groupement d'intérêt public, c'est un acteur qui a un rôle de régulation, pardon, et d'hébergement, mais dans l'hébergement d'urgence généraliste, disons, donc c'est pas un acteur qui va relever enfin, du DNA en particulier, mais c'est plutôt effectivement de la mise à l'abri via le 115, de l'hébergement, la régulation de l'hébergement d'urgence sur Paris et l'orientation vers des structures d'hébergement d'urgence telles que des CHU, des CHRS, l'hébergement également de personnes à l'hôtel, et puis c'est aussi un acteur qui réalise des maraudes, et sur le plan, sur la situation des personnes exilées, c'est aussi un acteur qui a un rôle de veille sanitaire, puisqu'une mission migrant du SAMU social de Paris réalise des actions spécifiquement auprès des personnes exilées, sous la forme de bilans infirmiers, avec une présence en double d'un infirmier et d'un interprète médiateur. Et et cette équipe intervient en maraude, fixe ou en maraudant effectivement réellement dans des structures d'accueil, type accueil de jour pour ces publics spécifiques, ou dans des structures d'examen des situations ou de premier hébergement avant orientation dans le DNA, type CAES ou le centre d'hébergement d'urgence migrants d'Ivry-sur-Seine. Et c'est une intervention un petit peu spécifique, mais qui permet aussi de décrire quelles sont les conditions de vie des personnes exilées. Et ensuite, il y a effectivement, et c'est ce que je montrerai dans cette présentation, tout un lien entre parcours d'exil, parcours migratoire sans abrisme en Île-de-France, qui fait que c'est aussi une problématique extrêmement importante pour l'hébergement d'urgence, disons, généraliste, au-delà du seul des. L'objectif de cette présentation, c'est pas d'avoir un propos juridique, un propos de présentation de politique publique ou un retour opérationnel, mais c'est d'essayer d'éclairer les conditions de vie des personnes, et notamment sur la question de l'hébergement à leur arrivée en France, au travers de l'analyse de données d'enquête ou collectées dans différents dispositifs qui accueillent ces publics, que ce soit dans des dispositifs spécifiques ou dans des dispositifs plus généralistes, parce que cette question effectivement des points de recours pour accéder à différents droits et services elle est importante pour l'ensemble de ces populations. On a déjà un petit peu parlé de terminologie, effectivement, et pour s'harmoniser avec les autres présentations, parce que, effectivement, toutes les personnes qui vont passer par le parcours de la demande d'asile ne sont pas à l'instant T reconnues administrativement comme en demande d'asile stricto sensu, et parce qu'il y a effectivement des personnes qui ne vont pas se voir au travail de protection ou ne vont pas simplement s'inscrire dans ces dispositifs. Ce choix de parler de personnes exilées, ça permet d'avoir une focale plus large sur des situations qui peuvent être des parcours, enfin dans le parcours juridique des personnes à un moment les rapprocher de la demande d'asile ou des personnes qui vont rester plus éloignées. Le fil conducteur de l'intervention, c'est de dire que Non, mais on parle un peu théorique et de la mise en place d'un dispositif d'accueil, il y a quand même un écart entre
enfin, les capacités et les besoins qui se retrouvent aussi dans l'hébergement d'urgence généraliste et qui fait que les situations et les parcours vont être très différents avec des personnes qui vont effectivement se proposer des hébergements, mais aussi des personnes qui vont rester en marge en fonction de leur situation et du coup qui conduisent à des configurations d'hébergement ou de sans-abrisme déjà dans les parcours des personnes et puis ensuite très disparates entre les parcours des personnes et notamment l'appréhension de la diversité des parcours des personnes est peut-être d'autant plus complexe que certaines vont recourir à des formes que en statistique parce que c'est une population difficile à identifier dans les enquêtes on peut qualifier de situations d'itinérance cachée, notamment l'hébergement chez des tiers, dont à la fois la mesure de l'ampleur, de la part que ça présente dans les parcours, mais aussi la compréhension des conditions et de ce qui se joue dans ces formes d'hébergement est complexe. Et donc c'est aussi pourquoi on a voulu travailler sur cette thématique de l'hébergement chez des tiers, en sachant qu'il y a une résonance très nette avec les parcours d'exil et en fonction effectivement de ce qui est proposé en matière d'hébergement pour les personnes, notamment en Ile-de-France. C'est un peu deux temps autour desquels s'articuleront cette présentation. Présenter quelques points d'éclairage qui rappellent les limites de l'accès à l'hébergement des personnes exilées en Ile-de-France et qui montrent bien que pour comprendre les parcours et les configurations d'hébergement, il ne faut pas que parler de l'hébergement DNA ou d'urgence, mais aussi interroger d'autres formes d'hébergement et essayer d'observer euh, ce qui se passe notamment en matière d'hébergement chez des tiers, dans la mesure dans laquelle ça peut concerner des personnes en parcours d'exil. Et donc, on expliquera à la fois la genèse, enfin, les choix un petit peu méthodologiques de travail sur l'hébergement chez des tiers, et puis on pourra donner des premiers résultats sur la situation des personnes exilées issues de toutes premières analyses d'un projet d'enquête qui, par ailleurs, va continuer sur toute l'année 2024. Et là, effectivement, c'est des données collectées mi-2023. Donc, pour commencer sur la question de l'accès à l'hébergement des personnes exilées en Île-de-France, j'ai repris quelques données récentes, pardon, sur lesquels je m'appuierai, mais avant ça, un tout petit mot sur le cadre juridique. Effectivement, il y a un dispositif d'hébergement de demandeurs d'asile qui s'est diversifié en termes de type de structure, a augmenté en termes de capacité sur le temps long, et qui, du coup, conduit à proposer un hébergement à personnes, mais sous la forme d'invitation directive, avec des modalités de non-proposition, de refus, de retrait, de suspension qui peuvent être définie par l'OFII. Et au-delà de cette question de l'accès ou non à l'hébergement en fonction de la situation des personnes, notamment pour les personnes qui sont peut-être déposées leur demande plus tardivement, qui sont en réexamen, qui sont des procédures les moins favorables, le processus d'accès à ces dispositifs est marqué par une complexité assez importante en Ile-de-France. Je me suis appuyé sur un constat d'enquête interassociative de 2021 qui rappelait que les propositions pouvaient se faire à différentes étapes du parcours, pouvaient se faire aussi dans les accueils de jour qui ont été mis en place, pouvait se faire à l'issue de mise à l'abri, pouvait se faire à l'issue de passage en CAES. Il y a dans le dispositif de SAS aussi qui a un peu ce rôle d'orientation. Et donc, du coup, tous ces dispositifs sont assez complexes et font que les personnes, même celles qui vont effectivement être hébergées au relevé du DNA, vont, notamment à leur arrivée en France, être marquées par des parcours qui incluent des épisodes de sans-abrisme et qui peuvent être d'une durée assez. Avec effectivement cette question des campements qui en fonction de la politique qui permet ou non leur reconstitution est un enjeu un petit peu central et ce point duquel également les mises à l'abri peuvent s'opérer. Dans les accueils de jour, du coup, qui rencontrent des hommes isolés exilés, auprès desquels intervient le Salut social de Paris, donc sur 2 accueils de jour à Paris. On a regardé quelles étaient les configurations d'hébergement des personnes qui venaient pour des bilans infirmiers. Donc, c'est pas forcément l'ensemble de la fréquentation de ces accueils de jour, mais c'est les personnes qui ont des problématiques de santé qui se rendent dans ces accueils de jour. Et sur la période 2021-2022, on a constaté que 73% des personnes rencontrées n'avaient aucune forme d'hébergement et que c'était une proportion encore un petit peu plus importante au 3e trimestre 2023. Dans ces accueils de jour, on sait aussi un petit peu quelles sont les situations des personnes. Il y a des personnes qui ont entamé effectivement des démarches de demande d'asile, des personnes qui n'en ont pas encore entamé ou des personnes qui n'ont pas nécessairement entamé. Plusieurs configurations sont possibles et il y a des personnes qui effectivement sont présentes en France depuis peu de temps et des personnes qui sont présentes en France depuis plus longtemps, donc qui restent un petit peu... et parmi ces différentes populations, beaucoup finalement dans les différentes configurations restent à l'écart de l'accès à l'hébergement. C'est aussi éventuellement cette difficulté d'accéder à l'hébergement qui font qu'elles fréquentent ces accueils de jour et donc du coup ils répondent effectivement aussi à leurs besoins et donc qu'il y a quand même une partie importante, enfin, une population du coup qui reste
soit à son arrivée en France, soit ensuite à l'écart de l'accès à l'hébergement. Pour les personnes qui accèdent aux premiers hébergements avant orientation éventuelle dans le DNA, les résultats qu'on a sur les bilans infirmiers qui sont réalisés auprès de ces personnes montrent que les personnes ont très majoritairement été à la rue avant l'hébergement, ont vécu en campement, ont vécu de manière à la rue isolément, et on a des durées de ces épisodes qui sont qui sont différentes selon le profil et selon l'accès aux structures. Elles sont notamment particulièrement importantes, plusieurs mois ou plusieurs semaines pour les hommes isolés. Entre 2020 et 2022, la moitié des personnes étaient à 88 jours à moins de 88 jours de présence en France avant d'accéder à ces structures d'examen des situations administratives. L'autre moitié était à plus de 88 jours de présence, donc presque 3 mois, avec des fluctuations dans la période. La durée est un petit peu plus courte pour les femmes et les familles, pour autant toutes ne vont pas forcément effectivement être orientées, et il reste également important désormais de femmes et familles en situation enfin à la rue à Paris et en Île-de-France plus largement. Ces résultats qui concernent uniquement des données collectées auprès de la mission migrant du Salut social de Paris, en fait, ils sont convergents avec des constats d'autres acteurs, notamment un rapport de cadre interassociatif Les Oubliés du droit d'asile, qui montrait que dans les 5 accueils de jour parisiens, la veille de l'enquête qui avait été menée en 2021, la moitié d'entre elles n'avaient pas de solution d'hébergement, et que l'hébergement par l'État des demandeurs d'asile interrogés était une petite proportion. D'autres acteurs de veille sanitaire, le Corinne, Médecins du Monde, font des constats assez convergents et pointent du coup toutes les personnes ne sont pas forcément hébergées, avec éventuellement la possibilité d'analyser en fonction des situations. Je ne pourrais pas forcément dans le détail ici de Médecins du Monde intervenir ensuite, mais en tout cas c'est des constats qui pointent que des personnes restent à l'écart de ce dispositif d'hébergement, et ces constats tendent à réactualiser finalement des constats assez anciens dans le lien entre migration et sans-abrisme. Si les campements permettent un premier accès à la prise en charge dans un certain nombre de situations, le dispositif a des limites pour les personnes qui ne veulent pas relever de la demande d'asile, pour les personnes déboutées, pour les personnes qui sont dans d'autres situations éventuellement. Et c'est ce que montrait effectivement déjà le travail sur la mise à l'abri sur la fin 2015-2016, en comparant le nombre de personnes effectivement accueillies dans les structures où étaient mises à l'abri les personnes, et le nombre de personnes effectivement orientées dans le DNA, avec une question aussi de qualifier un petit peu, en ce moment un petit peu statistique, c'est-à-dire que les personnes qui sortent de ces hébergements, finalement, on ne sait pas forcément très bien dire quelle est leur situation, sauf si on le voit justement fréquenter d'autres structures de type accueil de jour, recourir à des soins auprès de ces acteurs de veille sanitaire, etc. Donc il y a un peu une visibilité statistique limitée de ce qui se passe pour ces populations. De fait, que ce soit en amont de la prise en charge éventuellement le DNA, ou ensuite, notamment pour les personnes qui ne vont pas être prises en charge, en théorie, l'hébergement d'urgence généraliste conditionnel doit pouvoir pourrait apporter une réponse. Pour autant, il est lui-même confronté à une saturation. Et on voit dans les enquêtes de planification sur domicile, effectivement, que la part de personnes est importante, qu'elles sont confrontées parce que leur situation administrative, qu'elles relèvent de la demande d'asile ou non, n'est pas forcément une situation qui va tout de suite permettre l'insertion économique, et parce qu'il y a des discriminations dans l'accès au logement, de fait, qui va les confiner au sans-domicilisme, voire au sans-abrisme. Et finalement, même auprès de personnes qui sont désormais en logement ordinaire, c'est le champ de l'enquête Trajectoire et Origine 2 de l'INED, suite à un de long travail récent sur ces données. On voit que les parcours de personnes qui finissent par accéder à l'hébergement, lorsqu'elles sont en parcours d'exil, et notamment effectivement, ont été marqués par des parcours à la fois précaires sur le plan de la situation administrative, avec des périodes de précarité en termes de droit à séjour, mais également des périodes de précarité en matière d'hébergement, et donc de sans-domicilisme, voire de sans-abrisme. Ce qui fait que aux confins de l'hébergement dans le dispositif national d'accueil, aux confins de l'hébergement dans l'urgence généraliste, il y a des part des personnes exilées qui, effectivement, n'est pas prise en charge de cette façon, reste potentiellement sans domicile, voire sans abri, recours à d'autres situations,
c'est le rôle que jouent certains squats, effectivement, en Île-de-France ou ailleurs. Et dans ces autres situations, il y a aussi la problématique de l'hébergement chez des tiers et qui apparaissait dans certaines enquêtes déjà, qui attestent l'importance des épisodes d'hébergement chez un tiers, notamment sur des populations spécifiques, et notamment des femmes et des familles. Dans une enquête qui a été menée par le SAMU social à l'ESI à Haute-Femmes, enfin, 4 femmes ayant migré sur 10 avaient euh, indiqué avoir été hébergées par un tiers. Et on avait une proportion qui n'était pas forcément très différente pour les femmes et familles, enfin pour les familles sans logement personnel en Ile-de-France rencontrées dans l'enquête en femmes, ce qui pouvait être des familles hébergées à l'hôtel, des familles hébergées dans des dispositifs INELA, des familles hébergées dans d'autres centres, et avec des questions tout de suite de parcours et de conditions d'hébergement qui étaient documentées, puisqu'effectivement, lorsque la situation des femmes enceintes pouvait induire des ruptures d'hébergement chez un tiers, et les conditions pouvaient exposer potentiellement à des violences. C'était un peu ces constats qu'on avait. On a également mené une enquête de préfiguration auprès de personnes appelant le 115 en 2021, qui en fait on part peut effectivement être des personnes en parcours d'exil, aura une part importante, et qui mettait en avant, au-delà de cette question du recours à au moins une fois un hébergement financier, du recours à plusieurs hébergements, plusieurs hébergeurs, parfois pour des durées courtes, et parfois en du coup, alternant avec des périodes sans solution d'hébergement, ou des périodes avec d'autres solutions d'hébergement de courte durée éventuellement. D'où l'idée d'essayer d'approcher mieux ce qui s'apparente un peu à une forme de boîte noire, et de mieux comprendre quelles sont les situations et quels enjeux peuvent se poser pour les personnes, en mettant en chantier un dispositif d'enquête en plusieurs volets intriqués. C'est donc ce dispositif d'enquête qu'on a appelé EPTIA, dont je vais vous parler désormais, qui fait la genèse et la contextualisation de l'importance de documenter les différentes configurations d'hébergement pour les personnes exilées, ou même plus généralement pour la compréhension des phénomènes de sans-domicilisme et de sans-abrisme. Sur le projet d'enquête, du coup, la problématique découle bien du fait que c'est un phénomène qui est peu visible statistiquement. La statistique canadienne parle d'itinérance cachée pour notamment ces solutions, parce que dans les enquêtes, elles sont par définition assez difficiles à approcher. Il faudrait pouvoir se rendre dans les logements ou les lieux qui ne sont pas des logements dans lesquels des personnes hébergent d'autres personnes pour avoir un peu la mesure du phénomène, mais ça rendrait l'interrogation des personnes hébergées extrêmement difficile dans ce contexte. Donc nous, ce qu'on a pris comme entrée, c'est de travailler sur à partir de personnes qu'on rencontre dans des services d'aide et des équipements publics qui peuvent être fréquentés par des personnes sans domicile en Île-de-France, et du coup de se dire qu'on n'identifie peut-être pas toutes les situations, mais peut-être les situations les plus difficiles ou les personnes ou les parcours les plus précaires, et sont peut-être à risque de perdre cet hébergement chez un tiers et de se retrouver sans abri, et font donc dans les services d'aide dans lesquels on se rend éventuellement certaines démarches en la matière, et en tout cas de décrire aussi pour les services d'aide les conditions d'hébergement de public, c'est aussi répondre à des problématiques, enfin des questions qui peuvent se poser pour elles et eux, pour réfléchir aux angles d'intervention de leurs actions. On a eu une volonté de travailler pour autant sur une appréhension large du phénomène, de ne pas mettre à l'écart de situations qui pouvaient être intéressantes. On n'a pas de limite inférieure de temps dans la définition qu'on a retenue. Ça peut être un hébergement pour une nuit. On a choisi d'avoir une fenêtre d'observation sur l'année précédant l'enquête. Donc, soit la veille, soit on demande effectivement aux personnes si elles ont été hébergées chez un tiers la veille, soit on leur demande si ça a été le cas au cours des 12 derniers mois. Les personnes qui ne sont pas arrivées en France 12 mois, on leur demande si c'est le cas depuis leur arrivée en France. Dans la formulation des questions, il nous a semblé important de veiller à ne pas se limiter à certains types de liens a priori. L'hébergeur peut être connu ou non avant l'épisode d'hébergement, ça peut être un membre de la famille ou non, d'ailleurs ça peut être un membre de la famille connu ou non, ça peut être des personnes aussi rencontrées dans l'espace public ou par hasard. Et donc toutes ces configurations, ensuite chercher à les décrire sans se limiter a priori à certaines d'entre elles. On a eu dans la constitution un peu de l'échantillon de structure dans lequel on s'est rendu, le souhait, autant que faire se peut, de pouvoir aller dans des structures généralistes à l'échelle de la région, mais aussi d'inclure des structures spécifiques, des accueils de jour qui vont plutôt accueillir des femmes, des personnes effectivement en parcours d'exil. Et on a également des lieux qui avaient une dimension un peu plus expérimentale pour nous, parce qu'on n'est pas allé dans
un grand nombre de lieux, mais qui permettait aussi d'interroger un peu les configurations d'hébergement dans les bibliothèques, dans les PMI, ou parce que certaines de ces structures, notamment certaines bibliothèques, peuvent mettre en œuvre aussi des actions type cours de langue. Ça peut être des points de recours, enfin, des points d'accès même à l'information pour des personnes, y compris sans domicile, y compris en parcours d'exil. Et donc, du coup, c'était un souhait un peu de voir ce que donnait aussi une enquête qui allait éventuellement se rendre dans ces dispositifs. Les objectifs, c'était d'essayer de proposer une évaluation de l'ampleur du recours. Enfin, ce sera de proposer une évaluation de l'ampleur du recours à l'hébergement chez des tiers parmi les populations usagères de services d'aide dans un contexte civil. C'est aussi de pouvoir travailler sur les parcours, de montrer l'intrication entre l'hébergement d'urgence, l'hébergement chez des tiers, l'alternance entre différentes formes d'hébergement, mettre en lumière les temporalités. Est-ce que ça a un lien avec des recours urgents, ce genre de questions. Et puis, il y aura tout un volet auquel on ira dans un second temps pour décrire les conditions d'hébergement chez des tiers, vraiment en termes d'usage de l'espace, de comment se passent les relations et les rapports avec les hébergeurs, quelles sont les situations peut-être les plus risquées, les plus contraintes. Et pour pouvoir finalement répondre à ces différents objectifs de cette enquête, on s'est dit qu'il fallait dans un premier temps avoir une méthodologie où on allait essayer d'aller à la rencontre d'un large ensemble de personnes et d'avoir une première description des conditions d'hébergement. C'est l'objectif de l'enquête flash qu'on a menée entre le 26 juin et le 10 juillet, dont je vais pouvoir vous parler et vous donner quelques résultats. Et l'idée, c'est qu'ensuite, en fonction de ces résultats, on puisse ensuite revenir sur certains terrains auprès de personnes hébergées chez des tiers pour mener un travail d'enquête plus approfondi auprès d'un plus petit nombre de personnes, sans doute au printemps, et puis avec la possibilité une méthodologie plus qualitative une approche par entretien à l'été 2024. On travaille en lien avec différents services, alors les différents SIAO de la région Île-de-France qui nous ont aussi permis de travailler sur la situation des personnes appelant le 115, la ville de Paris, la Pure, la Fondation Abbé Pierre, qui a aussi un réseau de structures. On s'est rendu dans les bibliothèques et la BPI de Bourg, qui est un lieu où on sait que des personnes sans domicile et sans abri se rendent. Donc, c'est important de travailler sur celui-ci, et puis en lien avec différents chercheurs pour, au sein d'un comité scientifique, un petit peu définir quelles étaient nos orientations, valider le questionnaire et la méthodologie finalement de cette enquête. Donc, pour préciser un petit peu ce qu'il en est en matière de cette enquête flash, elle vise à interroger un grand nombre de personnes, mais sans rentrer dans le détail des conditions ou des parcours d'hébergement, et pouvoir proposer une mesure, un peu une photographie finalement de l'ampleur du recours à l'hébergement chez les tiers, à un point dans le temps, fin juin, début juillet 2023, auprès de personnes usagères de services d'aide dans un contexte francilien. Dans le questionnaire, on a quand même mis quelques éléments sur l'instabilité ou le recours à plusieurs hébergements chez un tiers sur l'année pour voir si l'hébergement d'une personne actuellement hébergée ou l'ayant été est stable ou instable, évaluer le recours ou non-recours au 115, qui est une question importante pour les services, notamment parce que les possibilités de mise à l'abri via le 115 sont extrêmement limitées dans le contexte actuel et ça peut décourager des personnes d'appeler. Donc c'est important de pouvoir le documenter pour ne pas se limiter à une seule caractérisation de la population sans domicile à partir de la population appelant le 115. Et puis pour connaître quelques éléments sur les profils, des caractéristiques sociodémographiques, la place des personnes effectivement qui sont pas nées en France, qui sont venues en France en fonction de leur situation administrative, et de pouvoir aussi décrire pour les types de structures ce que ça représente comme part des publics qui sont accueillis. On s'est donc rendu dans des structures parisiennes, mais aussi des départements d'Île-de-France, sur 2 semaines, et il y a eu un volet d'enquête aussi auprès de l'ensemble des 115 de la région, identifié le 10 juillet. Dans chaque structure, en fait, la passation s'est limitée à une journée, laissée au choix de la structure dans la période d'enquête. Et la passation pouvait se faire soit par des équipes de la structure en interne formées à l'enquête et au questionnaire, soit par une équipe du projet qui est intervenue dans les structures pour faire passer des questionnaires auprès, autant que faire se peut, du plus grand nombre de personnes accueillies sur la journée par la structure. L'enquête pouvait se faire en collectant libre au format papier. On avait un questionnaire qui, selon les configurations, pouvait aller jusqu'à une dizaine de minutes, traduit en plusieurs langues, avec un recours possible à l'interprétariat téléphonique assuré par les équipes d'ISM que l'on remercie. Et du coup, le questionnaire cheminait de la façon suivante. On essayait de comprendre quelle était la situation d'hébergement de la personne la veille,
Et en fonction, si la personne était hébergée chez un tiers la veille, de poser quelques questions sur sa situation. Si la personne n'avait pas de logement personnel depuis plus d'un an et avait été dans une autre configuration qu'hébergement chez un tiers la veille, lui demander si elle avait pu être hébergée chez un tiers au cours des 12 derniers mois, poser quelques questions sur le 115 et puis caractériser en fin de questionnaire les personnes en matière d'indicateurs sociodémographiques qui sont importants pour l'analyse. Au total, on a pu contacter dans un temps contraint avec effectivement la constitution d'un échantillon un peu en fonction des contraintes ressources qu'on pouvait mobiliser, des contraintes aussi de ressources pour les structures elles-mêmes qui sont effectivement très contraintes. Situation, près de 200 structures, on a pu se rendre dans une centaine de structures, ou en tout cas une centaine de structures à l'enquête, la moitié à Paris, l'autre moitié dans les autres départements de la région de France. La moitié des structures sont des accueils de jour, notamment aussi dans le contexte des ESI, des espaces d'administration parisiens, mais on s'est aussi dans des distributions alimentaires, des restaurants solidaires, des bains de douche, des structures qui proposent des places à la nuitée dans des centres d'hébergement d'urgence, des halles de nuit. Et effectivement, on avait un peu cette expérimentation auprès de quelques PMI, quelques bibliothèques et aussi auprès de personnes rencontrées par des maraudes pour décrire un peu leur configuration, leur situation d'hébergement. Au total, on a approché plus de 3000 personnes identifiées comme majeures. Effectivement, la situation des mineurs sur le plan du droit à l'accès à l'hébergement, elle est spécifique, et pour autant, il y a effectivement beaucoup de questions de sans-abrisme et de sans-domicile qui se posent, notamment dans le contexte francilien et dans le contexte actuel. On n'a pas forcément parlé, et l'enquête n'était pas le meilleur support pour documenter cela. Donc, on s'est dit qu'on se restreignait aux majeurs pour le moment, et on a plus de 2000 questionnaires collectés, dont les 2 tiers à peu près ont été passés dans des structures parisiennes, 18% en Seine-Saint-Denis, et ensuite une plus petite proportion dans chacun des autres départements de la région, et 30% des questionnaires qui ont été collectés en accueil de jour. Effectivement, les bibliothèques, comme c'est d'assez grosses structures, ça représente un nombre important de questionnaires. C'est aussi des situations un peu plus spécifiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont disposer d'un logement personnel, donc on les traite un petit peu à part. Et puis, effectivement, 15% des personnes aussi en distribution alimentaire, il y a il peut y avoir beaucoup de passages sur le temps de la distribution alimentaire. Et puis, auprès des 115 de la région, c'est 632 questionnaires qui ont pu être passés en une journée de ces phases d'enquête. Quelques éléments de résultats très préliminaires pour mesurer l'ampleur du recours à l'hébergement chez un tiers en fonction des dispositifs d'enquête. Sur l'ensemble des structures hors 115 et hors participé à l'enquête, 33% des personnes rencontrées, quelle que soit leur situation, y compris personnes qui peuvent avoir actuellement un logement, ont été au cours des 12 derniers mois hébergées chez un tiers, dont 13% la veille de l'enquête et 21% sur une période qui s'étend entre la veille de l'enquête et les 12 derniers mois. C'est des parts qui sont un petit peu plus importantes dans les structures hors bibliothèque, parce qu'effectivement, en bibliothèque, il y a beaucoup de personnes qui étaient quand même dans des configurations plutôt de logement, mais il y a aussi des personnes hébergées chez un tiers qui fréquentent les bibliothèques, et on a pu l'attester, même si ça représente une petite part, bien entendu. Auprès du 115, donc, auquel recours des personnes sans abri, on a une proportion un petit peu plus importante, mais pas forcément la veille de l'enquête, justement parce que c'était pas la veille de l'enquête que les personnes, enfin, c'est pas le lendemain que si les personnes restent encore hébergées chez un tiers, que les personnes vont nécessairement appeler le 115. Ce qui nous a semblé important dans ces premiers résultats et dans les premières présentations qu'on a faites de ces premiers résultats de mettre en avant, c'est que le recours, il est plus fréquent chez les jeunes, mais il est aussi, et c'est important sur la thématique la situation des personnes exilées, il est plus important parmi les personnes qui sont arrivées entre 6 mois et 1 an en France, que l'on a rencontré dans les structures. Donc il y a potentiellement aussi des personnes dont on n'a pas forcément pu voir les situations, qui peuvent être des personnes qui arrivent en France et qui sont à leur arrivée hébergées chez un tiers, et qui, dans les premières semaines, dans les premiers mois, ne sont peut-être pas confrontés à la problématique de rupture dans la situation d'hébergement chez un tiers, et donc ne sont peut-être pas encore aux structures. Donc on ne voit peut-être pas effectivement ces situations, mais par contre, sur les situations qu'on a rencontrées, on voit que c'est sur cette tranche de durée de présence que les situations d'hébergement chez un tiers sont les plus nombreuses. Et on n'a pas forcément vu de différence dans
taux de recours à l'hébergement chez en fonction du sexe, donc il est le même pour les hommes et pour les femmes. En revanche, on a vu des différences dans la manière dont l'hébergement sédentaire se passe, est stable ou instable, et notamment les femmes sont plus fréquemment hébergées chez une personne inconnue et ont dû partir plus souvent de manière précipitée, ce qui objectif des constats, des hypothèses que l'on faisait sur le fait que certaines des configurations d'hébergement, pas forcément toutes, mais il faudra préciser lesquelles dans la suite des analyses, sont marquées par situations à risque de violence, notamment pour les femmes, et donc des publics qui sont également importants de ne pas forcément exclure des personnes qui sont en problématique, enfin, qui ont besoin d'être hébergées dans la mesure où cet hébergement financier peut s'arrêter de manière précipitée et dans des confinements et peut exposer des personnes à des situations de violence. Ces tout premiers résultats, on va chercher à approfondir l'analyse pour voir comment se déclinent ces constats pour les personnes exilées en fonction de la durée de présence en France. Est-ce qu'on retrouve les mêmes constats, notamment sur la question du genre, pour voir quelle est la part effectivement des autres configurations d'hébergement, la décrire plus finement, et puis pour préciser sur la problématique des personnes qui sont en parcours d'exil, si finalement les situations rencontrées sont principalement dans des structures dédiées, ou justement dans les structures qui ne sont pas forcément dédiées, quelle est la part de ces personnes, enfin, quelle est la part de ces personnes dans les personnes rencontrées, pour voir aussi, du coup, souvent d'une population spécifique, quels sont les lieux de recours, finalement, à certains services d'aide, et l'articulation entre structures spécifiques est plus généraliste. Ça nous servira aussi à mieux préparer le retour sur le terrain pour cette deuxième phase d'enquête, en sachant mieux dans quelle structure se rendre, et pouvoir ensuite décrire quelles sont les conséquences pour les personnes, à la fois en matière de conditions d'hébergement, mais aussi pouvoir décrire les modalités pour celles-ci d'accès aux soins et aux droits, parce que c'est des enjeux importants dans le cadre d'un questionnaire approfondi. Quelques mots de conclusion pour pointer qu'effectivement les dispositifs d'accueil, que ce soit DENA, hébergement d'urgence généraliste, sont confrontés à des contraintes de capacité et de saturation qui font que les parcours de vie des personnes, notamment exilées, sont précaires, marqués par le sans-abrisme, mais il y a des réalités diverses dans l'accès à l'hébergement, et du coup un développement de formes, enfin, en tout cas, un recours qui reste important à des formes d'hébergement chez une tiers ou à d'autres configurations d'hébergement. C'est des situations qui, du coup, sont plus ou moins visibles à la fois avec des lunettes un petit peu d'observation et de statistiques, mais aussi en se disant comment on intervient auprès de ces personnes, quel est leur accès au droit, et s'il y a effectivement des politiques ou des pratiques qui peuvent conduire à plus ou moins mettre en visibilité la situation des personnes, notamment sur des questions par exemple de gestion des campements. Il y a bien aussi des personnes qui sont plutôt dans des parcours d'itinérance cachés aux statistiques. À l'inverse, il y a aussi une stratégie de mise en visibilité parfois de ces enjeux dans les modes d'action des personnes et de leur soutien par leur réinscription dans l'espace public qui met un peu en tension qui fait qu'il y a un peu une tension entre justement visibilité et invisibilité pour les personnes à l'aune de ces différentes questions d'accès à l'hébergement, mais aussi plus largement d'accès aux droits et d'accès aux soins. Voilà les points que je voulais vous présenter, et notamment sur cette enquête sur l'hébergement chez les anciens. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation encore une fois, et puis pour votre attention, et je reste disponible. Toute question, précision pour échanger sur ce sujet.